Oui, tu as des beaux paysages, c'est vraiment assez cool. Il n'y a pas grand monde. Je m'appelle Justin Guibert, je suis doctorant en deuxième année de thèse en préhistoire donc au laboratoire TRACE de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Et donc moi je travaille plutôt sur le paléolithique ancien du sud de la France et notamment entre le bassin garonnais et le golfe du Lion. Et je m'interroge sur ces problématiques de peuplement ancien, de ce qu'on appelle les humanités pré-néandertaliennes. Je viens ici à Régissement depuis déjà 7 ans. Voilà. Ça a été un de mes premiers chantiers de fouilles et c'est un des chantiers qui m'a permis aussi de découvrir ce qu'était la préhistoire, le rapport au terrain, etc. Voilà. La foire fouille, par exemple, sans mettre plein les fouilles, voilà. Il y a plein de mots qui riment avec fouille, donc on peut continuer là-dessus. En gros, tu vas voir la croisée des visées va être quelque part par ici, peut-être là, j'en sais rien. Et après, tu mets une pierre à 25 mètres et une pierre à 15. Okay. Je vérifie, mais normalement c'est ça. Je pense que remonter dans le temps, pour moi. Ça peut paraître étrange et avec tous les biais que ça implique, mais c'est un rapport assez sensible finalement au terrain. C'est remonter le temps, voilà. Je pense que c'est le seul moyen qu'on a pour l'instant de remonter le temps. Bon, le temps, c'est une flèche dans une seule direction vers le futur et c'est vrai que pour moi c'est l'unique moyen pour le moment. C'est quelque chose qui est assez touchant quoi, d'un point de vue personnel, enfin, voilà, c'est comme ça que je le perçois en tout cas. Je pense que c'est quelque chose qui me permet aussi d'exister. Quand on est jeune, on se cherche. En fait, l'adolescence dure plus longtemps que ce qu'on pense finalement. Et trouver sa place dans le monde en fait, c'est ce qui me permet d'être pleinement satisfait. Je pense qu'on se pose tous cette question un jour ou l'autre. Pourquoi est-ce qu'on est là? À quoi on sert? Si on sert à quelque chose, quelle est notre place? Pas uniquement dans la société, mais aussi dans le monde, sur la planète Terre et peut-être dans l'univers aussi. Et c'est vrai que c'est des questions existentielles, je pense que tout le monde est amené à se poser un jour dans sa vie. Et c'est vrai que moi, ça me permet voilà, de me positionner aussi en tant qu'être humain. La philosophie intervient avant et après en quelque sorte. C'est le prétexte, voilà, déjà. Ensuite, la fouille, c'est le moyen d'arriver à quelque chose. Et ensuite, elle revient à la fin pour l'aspect plutôt interprétatif. Il faut dire aussi que mon sujet de thèse, mes recherches sur du temps beaucoup plus long. Par rapport à ici, c'est puissance 10, voire puissance 15. Une échelle de temps entre 500 000 ans et 400 000 ans avant l'actuel. Donc c'est des milliers et des milliers de générations. C'est assez vertigineux et finalement, ça me permet de proposer des choses sans être toujours dans l'affirmation. Et c'est ça qui est assez intéressant, d'ouvrir autre chose, d'ouvrir le champ des possibles en fait. Voilà. On est dans l'ère du tout numérique et finalement ces traces ici qui sont bien plus matérielles finalement nous disent des choses des populations passées et de notre altérité. Qu'est-ce qu'elles nous disent réellement en fait, voilà. C'est le problème, c'est le biais entre ce qu'on découvre nous, humains du 21e siècle, dans un monde hyper mondialisé et très sédentaire en fait, de ces populations du passé. Et donc si moi je devais me replacer là-dedans, je pense que je laisserais moins de traces finalement que ces populations du passé. Parce que en fait, notre monde qui est matériel via par exemple une caméra, un disque dur, etc. Finalement, cette information, à moins de la perpétuer dans différents supports à travers le temps, va se perdre assez rapidement. J'en ai beaucoup parlé avec François, quelque chose qui m'intéresse assez en fait, cette question aussi de mémoire. Pas seulement la mémoire des gestes des tailleurs préhistoriques, mais aussi notre mémoire et finalement qu'est-ce qu'on va laisser sur le discours que l'on crée en fait sur ces populations. En tant que préhistorien, mais aussi en tant qu'individu finalement, parce que c'est parce qu'on est individu qu'on est aussi préhistorien et ça marche aussi dans le sens inverse en quelque sorte. Je reviens aussi à ça en fait, à l'existence. Finalement, je pense que j'existe aussi parce que je tends à devenir préhistorien. Est-ce que je le suis déjà? Je sais pas. Je pense que je suis encore un apprenti. Voilà. Celui qui m'a un peu introduit à la préhistoire, c'est mon co-directeur de thèse, Hubert Forestier, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, et qui a toujours eu cette petite réflexion dans sa tête sur l'altérité humaine. Donc là, il y a Emmanuel Lévinas, il y a aussi Maurice Blanchot, voilà, sur la mémoire et l'oubli. Et moi, en fait, je me positionne un peu comme lui, d'ailleurs, je pense, entre du constructivisme, parce qu'en fait, la science qu'on fait, c'est une pure construction, et du réalisme. Le monde existe aussi malgré nous. Et donc, on est toujours entre ces deux courants, je pense, entre du réalisme et du constructivisme, entre une objectivité qui est quand même assez subjective, puisque c'est la nôtre, et elle se subjectivise par cette introduction du constructivisme. Donc, des figures tutélaires, bon, Heidegger est quand même le maître, en fait,
de tout ça, mais avant lui il y avait quand même Kant. Kant il pose quand même les bases de tout ça. Je pense que la différence que j'ai avec certains préhistoriens qui s'intéressent à ces questions-là, c'est que je me suis très tôt intéressé à la philosophie américaine et notamment à Charles Sanders Peirce, qui est le fondateur en fait de la philosophie américaine, qui lui touche un peu à tout. Il est assez marginal, d'ailleurs comme beaucoup de ces grands hommes. Peirce, courant 19e, va fonder ce qu'on appelle le pragmatisme ou le pragmaticisme. Voilà, il y a deux courants qui vont être repris ensuite par Spencer et John Dewey, etc. Et lui, il va créer en fait la sémiotique, donc c'est une théorie logique des signes qui est différente de ce que Saussure appelle la sémiologie, qui est une théorie linguistique des signes, alors que la sémiotique, elle s'applique à tout le monde en fait, c'est-à-dire les signes, le monde est fait de signes. Là, moi je peux te répondre parce que certaines choses me font plus ou moins signe, et en fait il établit donc une classification qui n'est pas rigide, hein, qui est vraiment souple, qui est assez perméable entre elles, entre différentes catégories de signes et de sous-signes, et c'est une chose que j'ai essayé d'appliquer à la préhistoire lorsque j'étais étudiant en master. Ça a mûri sur le temps parce qu'en fait en préhistoire on cherche, vu que c'est quand même un champ disciplinaire on va dire, la préhistoire, qui est quand même très lié au terrain, on cherche à être très fonctionnaliste. C'est-à-dire qu'on nous dit mais il faut que vous puissiez appliquer ça et que ça donne des résultats. Mais le problème du pragmatisme, de tout champ philosophique, et même la sémiotique qui est un outil, n'a pas forcément vocation à donner des résultats directement, mais plutôt à permettre de développer une réflexion. En préhistoire, il y a deux, trois courants, on va dire, en préhistoire française, mais en fait la technologie lithique, donc l'étude des pierres taillées et des gestes, donc des méthodes et des techniques des tailleurs préhistoriques. En fait, sur le temps long, comme je te disais, avant Sapiens, en Europe, on a de moins en moins de traces. Et déjà, on est dans une altérité, voilà, déjà biologique, puisque en fait, on n'a plus à faire des sapiens, on a à faire des néandertaliens et à des pré-néandertaliens, les fameux Homo heidelbergensis. On se pose la question, on ne peut plus fonctionner dans de l'actualisme et dans du référentiel ethnographique, parce que ça ne marche plus du tout. Face à quelles traces est-ce qu'on a affaire déjà? À quoi est-ce qu'on se confronte? Comment est-ce qu'on peut décrire ces traces? Il y a d'autres préhistoriens qui ont introduit Gilbert Simondon pour penser la technique en fait, et dire finalement que la technique avec un grand T est indépendante de l'humain, puisqu'en fait plein d'animaux hors humains utilisent la technique. Voilà, les singes capucins fracturent des galets, les chimpanzés utilisent du bois, du végétal ou même du minéral pour arriver à leurs moyens, mais des oiseaux aussi, des insectes. De penser la technique indépendante de l'homme permet de sortir de certains préjugés a priori qui vont biaiser en fait les raisonnements interprétatifs. Moi je ne suis pas trop simondonien parce que en fait il y a plusieurs lectures de Simondon et j'ai beaucoup échangé avec des anthropologues dans le cadre de la revue Technique et Culture, et c'est vrai que Simondon avec sa technogénétique et son épiphylogénèse, il est quand même assez évolutionniste, un peu comme Laura Gourand en fait. Et moi je suis pas trop évolutionniste parce que le problème c'est que sur du temps si long, proposer des modèles en fait finalistes des industries lithiques, on retombe dans du naturalisme, dans une préhistoire qui serait biologisée. On étudie les pierres taillées, on est dans du minéral animé en fait, dans de l'inorganique, de la matière inorganique animée, organisée, c'est ce que disait Bernard Stiegler d'ailleurs. On ne peut pas classer ces industries, on ne peut pas dire par exemple qu'un chopper, les premiers outils taillés, voilà, un galet qui est aménagé sur une face ou deux faces, va donner ensuite un biface. Là c'est vraiment une pure vue de l'esprit en quelque sorte, et on retombe dans de l'esthétisme et dans du biologique. C'est vrai que moi je suis pas trop simondonien, je suis plus voilà heideggerien, aussi merleau-pontien d'ailleurs un petit peu, qui a pris la suite. Et puis maintenant il y a un philosophe allemand qui s'appelle Marcus Gabriel, le courant des nouveaux réalistes, qui propose d'autres points de vue, et comme je te dis, je retombe là-dessus moi, sur du constructivisme et sur du réalisme. Après, où est-ce que je me situe par rapport à ces curseurs? Peut-être en proie entre les deux, voilà. Mais Simondon, j'ai tendance à un peu à l'abandonner. Je m'en méfie parce qu'en fait, il y a différentes lectures. C'est un peu comme la Bible, en fait, hein, ou comme les textes sacrés. Quand tu lis le Méote, ou même sur la technique de Simondon, qui sont aussi des condensés de conférences. Il y a différentes lectures. Et puis lui, en fait, il travaille quand même sur les choses contemporaines. C'est pas un préhistorien. Et c'est le problème aussi de ces philosophes, c'est qu'ils sont assez attirés, certains, par la préhistoire. Bernard Stiegler l'était pas mal. Mais il raconte beaucoup de bêtises aussi sur la préhistoire. Et donc, je pense qu'il y a un échange. Je pense qu'il y a vraiment un point de convergence entre les préhistoriens et les philosophes. Les préhistoriens, je pense, n'y vont pas assez, et les philosophes non plus, en fait. Parce que la préhistoire a quand même beaucoup de choses à nous apprendre sur notre passé et sur ce que nous sommes actuellement. Voilà.
Moi je suis plutôt pour en fait une technique indépendante de l'homme, parce qu'en fait il y a quand même plein d'êtres non humains qui font de la technique. Les humains s'en saisissent de la technique. Après, la place qu'elle prend dans ce que nous on perçoit de ces populations passées, elle est très diverse en fait, suivant déjà ce qu'on étudie. Tu vois, on a quand même une très grande résolution à Régis-Mont, un site qui est exceptionnel. Sur des sites moi, sur lesquels je travaille, qui sont en contexte de terrasse alluviale, voilà, ces paléo cours d'eau garonnais ou même des petits fleuves côtiers du bassin du Roussillon, de l'Orbe jusqu'aux Corbières. Les industries préhistoriques sont quand même très remaniées. Il n'y a quand même aucun site en place. Et donc quand on appréhende ces séries, enfin, on fait une analyse technique en fait. On se positionne vraiment comme c'est de la technique. Qu'on en ressort de tout ça, c'est quand même très compliqué. Et je pense que le questionnement, il est tant sur l'anthropos, voilà, l'humain, que sur la technique. Après, il y a quand même cette toile de fond qui persiste et qui est l'environnement. C'est l'environnement qui permet de proposer des choses. Tu vois, quand ils sélectionnent des galets et qu'ils les modifient très peu, et c'est ce qu'on appelle, nous, préhistoriens, des manuports, tu vois, qui ont servi de percuteurs pour réaliser tout un type d'activité, et que justement des animaux non humains ont utilisé, la nature propose et l'humain dispose, en fait. C'est ça, en fait. On est en plein là-dedans. Et donc la technique, elle est imprégnée un petit peu partout, mais c'est à nous de nous en servir, en fait. Tu subis plus ou moins une fouille. Bon là, nous on a la chance de fouiller l'été, entre guillemets la chance, parce que du coup on subit pas le froid. Bon après ici en zone méridionale quand même, bon, il fait rarement très très froid, mais par contre on subit la chaleur. Et donc c'est vrai que le corps, suivant les heures de la journée, à partir de 10h30, tu vois, au mois d'août, est quand même rudement mis à l'épreuve par la chaleur, puis on a un temps d'adaptation aussi. On peut rester aussi se reposer pendant une après-midi pour récupérer. Ensuite, il est mis aussi à l'épreuve vis-à-vis déjà du sédiment en fait. Suivant la dureté du sédiment, sa composition, on va être plus ou moins fatigué. On a quand même des positions, enfin moi des fois je me dis mais on devrait faire plus de gymnastique en fait, en dehors de la fouille. Parce qu'on est quand même dans des positions où, qui sont pas naturelles. Et donc quand on fouille un site, c'est quand même pas de tout repos quoi. Mais c'est vrai que ça change en fait, chaque site et chaque fouille est particulière. L'esprit, c'est vrai que c'est assez intéressant, parce qu'en fait quand on fouille, on est la plupart du temps focalisé sur ce qu'on fouille, mais moi je sais que je pense à plein de choses à côté, je pense à ce que je fais aussi en thèse, parce que la thèse prend quand même une grande partie de ma vie actuellement, puis on discute, et donc l'esprit est mobilisé par des discussions quand on est assez nombreux dans les fenêtres qui sont ouvertes, et c'est ça qui est assez intéressant. C'est de l'échange, pas uniquement avec du sédiment, c'est de l'échange avec d'autres humains. Donc voilà, c'est assez protéiforme en fait. Ok, alors. On s'approprie en fait notre espace, c'est-à-dire que moi quand je fouille mon carré, toute la journée je vais penser à ce que je fais. Il y a des moments qui sont plus ou moins plaisants aussi, il y a les émotions qui rentrent là-dedans. C'est-à-dire que quand tu fouilles du sédiment plus ou moins stérile, entre guillemets, c'est assez laborieux et bon, t'es là, bon, moi ça me dérange plus maintenant, c'est vrai que c'est même un plaisir. Et puis il y a d'autres enjeux derrière, c'est-à-dire par exemple là on fouille des marges, et donc il y a cet enjeu, même si tu sais que tu vas peut-être rien trouver, tu sais que tu apportes quelque chose au site, à la compréhension du site. Tu personnalises ton carré, voilà. Tu t'appropries cette zone, je pense qu'elle fait pour un temps partie de toi. Voilà, bon, très légèrement. Hein. Et par contre, je me posais cette question quand je fouillais ce matin. Je me disais, ça fait quand même 7 ans que tu viens ici. Mais des fois, je ne me souviens pas de grand-chose finalement. Je me souviens de ce que j'ai fouillé, mais je ne me souviens pas forcément des découvertes. En fait, je me souviens plus du carré et du sédiment et des structures dans l'espace que du joli nucléus, du joli grattoir que tu vas trouver, voilà, ou des amas d'ocre. Voilà. Je me souviens plus de la structure ou du carré et de mon rapport sensible avec lui que peut-être des belles découvertes, quoi. Suivant notre passé en fait, et notre background en quelque sorte, la fouille va nous pénétrer différemment. Du coup le nucléus, on le laisse en place, c'est ça? Ouais. Okay. Oui, mais je le note du coup sur la fouille. Ouais, tout à fait. En fait, la fouille est aussi un formidable révélateur. Il y a des gens qui font des études d'archéologie, voilà, qui découvrent ça. Moi, j'ai découvert ça à l'université, et c'était une très belle découverte d'ailleurs. Mais finalement, j'ai découvert l'archéologie que quand je suis allé faire du terrain
Il y en a qui sont archéologues en étudiant que des collections, mais ils ont déjà fouillé, ils sont passés par cette étape-là. C'est une sorte de rite initiatique en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est un formidable révélateur. Voilà, il y a des gens qui s'aperçoivent qu'ils n'aiment pas ça. Voilà. Le matin, c'est la plus longue période, puisqu'on arrive, tu vois, à 7h45 environ, 8h, et on part à midi, midi et demi. Et à partir, tu vois, déjà de 10h30, 11h, ça commence à chauffer, la chaleur te fatigue. À force de mettre des coups de truelle, tu commences à avoir mal au poignet. C'est des mouvements répétitifs. C'est pour ça que moi qui suis droitier, je m'efforce de fouiller aussi de la main gauche pour me rééquilibrer, parce que sinon en fait tu t'épuises. Et puis moi j'ai besoin de ma main droite pour pouvoir dessiner, pour pouvoir taper à l'ordinateur, enfin pour pouvoir faire plein d'activités autres que la fouille. Et puis quand tu reviens l'après-midi, on fait quand même une grosse pause qui nous permet de se ressourcer, tu vois, par une petite sieste qui est très bénéfique, et puis de revenir vers 15h, 15h30 jusqu'à 18h. Et en fait le matin, la première moitié ça va. Ensuite, ça commence à être plus difficile. Puis après, tu retrouves espoir parce que tu vois que midi arrive, donc tu commences à te dire ça y est, chouette, on va pouvoir faire une pause. Et puis après, quand tu reviens, tu es fatigué parce que tu t'es reposé et du coup, ça a coupé le rythme. Donc de 15h30 à, je sais pas moi, 17h, c'est un peu dur, mais de 17h à 18h, il fait meilleur et en fait tu termines bien la journée, donc tu la commences bien, tu la termines bien. Donc c'est ça, en fait, ça te permet d'oublier la douleur que tu as endurée entre guillemets pendant la fouille. On fait de la fouille fine, on n'est pas à la pioche, etc. On vide pas des fosses. Hein. C'est aussi fatigant, mais différemment en fait, parce que tu es dans des positions, voilà, tu es accroupi, tu te changes en permanence, tu n'es jamais très à l'aise en fait. Maintenant on change de rôle, c'est moi qui je te file la canne. Pour le 348. Ah, il est tout à la fin, je pense. En général, en préhistoire, sur de la fouille fine, tu fouilles par mètre carré, mais après c'est presque de l'auto-formation en fait. Il y a toujours les chefs de chantier qui viennent te voir et qui checkent si tout va bien. Après on est toujours là pour te recadrer entre guillemets, c'est-à-dire te dire il faut que tu fouilles à plat, que tu détournes bien les objets, que tu fouilles pas à la verticale mais bien à l'horizontale, que tu suives bien les lits d'objets, tu manies les outils de façon différente, et donc ça c'est intéressant au niveau de l'appréhension notamment. Tu as soit la grande truelle, soit la plus petite spatule ici quand le sédiment est plus fin. Tu vas principalement faire des gestes d'arrachage. Voilà. Donc tu es sur la percussion posée et t'arraches, plutôt vers toi en général pour dégager le sédiment, les différentes nappes de sédiment et pour révéler en fait ton carré. Après il faut que tu balayes, donc là tu as plutôt des gestes, toujours en fait plutôt de friction en fait. Tu es quand même beaucoup dans la friction, un peu dans l'aspersion avec l'eau, vu que c'est un carré et que tu fouilles en général avec quand même une main dominante, la main droite, soit tu tournes autour de ton carré, soit en fait tu adaptes ton geste de truelle à la forme de ton carré pour que tu fouilles également. Et souvent, ça c'est dans tous les carrés, hein, tu vas laisser les bordures qui seront plus hautes. Donc il faudra toujours penser à égaliser les bordures, les coins, ça qui est assez drôle. Avec la mire, tu prends les altitudes des coins, et donc les coins s'ils sont trop hauts, tu fausses totalement ta surface de fouille. En général, il faut plutôt faire vers soi pour pouvoir révéler les objets, et notamment quand tu as ces petites esquilles de silex, il faut toujours faire vers toi et pas pousser, parce que si tu pousses en fait tu vas écraser, et du coup tu verras pas en fait le sédiment que tu vas révéler. Et le tamisage, voilà, c'est vrai que là je parle de fouille, mais en fait il y a l'étape essentielle du tamisage à sec et après du tamisage à l'eau. Et donc là tu as différentes techniques entre guillemets de tamisage. Les latéraux, de côté et puis vers l'avant et l'arrière, soit aussi un peu comme un volant de voiture où tu vas le faire de façon assez rapide pour que le sédiment puisse passer à sec. Et la main en fait, qui est souvent dominante, a un rôle hyper important pour écraser notamment les petites boulettes de terre, les faire passer dans les mailles et justement ne pas trop charger les comportes ensuite quand tu vas faire le tamisage à l'eau. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des gestes assez répétitifs et qui aussi rentrent dans la fatigue en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de varier aussi. Moi je suis très content des fois d'aller tamiser après avoir raclé le sol pendant 1 heure quoi. J'ai besoin de venir fouiller, même si c'est pas du tout ma période ici, pour aussi retrouver un peu ce rapport au terrain,
C'est des choses qui marquent l'année universitaire. Après, il y a des archéologues qui font pas de terrain, voilà, et qui sont quand même archéologues, qui étudient du matériel archéologique. Je pense à des gens qui font de l'iconographie sur des vases romains, qui fouillent pas forcément, mais qui étudient des collections. Il y a aussi des gens qui font du lithique, voilà, qui étudient des objets en pierre taillée, et qui étudient des collections, qui comprennent, hein, qui comprennent tout à fait le terrain, mais qui n'ont pas ce besoin d'en faire. Enfin, moi, je pense que la dimension majeure de la fouille, c'est comprendre le site archéologique dans son paysage. Moi, c'est ce qui me plaît en fait, quand je pouvais changer de chantier de fouille, que j'en faisais plusieurs l'été, c'était de m'adapter à chaque fois. C'était une adaptabilité, une souplesse en fait d'esprit. Bon, déjà adapter ton corps à la fouille, là c'est du sensible, et ensuite comprendre tous les ressorts. Pourquoi est-ce que ce site s'est préservé dans ce paysage, pourquoi est-ce qu'ils se sont installés là. C'est aussi une souplesse vis-à-vis en fait, des gens avec qui tu vis, en fait, parce qu'une fouille, c'est pas qu'un rapport au terrain, c'est aussi, et majoritairement d'ailleurs, des rapports humains, avec des gens qui viennent d'un peu partout, et avec qui tu es obligé de vivre, parce que voilà, que tu connais pas, mais c'est vrai que c'est un catalyseur la fouille. Et donc la fouille est un prétexte aussi pour que les gens se rencontrent. Est-ce que du coup ce site était fait pour nous? Non, c'est nous qui l'avons créé en quelque sorte, même s'il existait, on le crée un petit peu aussi. C'est une co-construction, parce que même s'il y a quand même François et Romain et collaborateurs, hein, parce que je vais citer Lars, Mathieu Leger, voilà, qui collaborent sur ce site et qui mettent en forme ce que font les fouilleuses et les fouilleurs. Quand tu fouilles ton carré, c'est toi qui le fouilles. Il y a ce petit plus qui individualise aussi la fouille, et suivant les carrés. Voilà. Sur le site, on a des pelles, des pioches, des rasettes, voilà, des houes. La technique nous sert plus qu'elle nous dessert. Moi je pense que le danger ça reste quand même le numérique. Ici on est quand même resté pendant très longtemps pas du tout au numérique. La station totale ça date d'il y a 2 ans, 2020 il me semble. Bon elle apporte quand même beaucoup de choses et je pense que là c'est quand même, il y a plus que de moins, voilà. C'est pour ça que c'est important quand tous les midis ils font des photos et qu'ils impriment ces photos et qu'on dessine sur les photos. L'encre dans des photos donc il n'est pas pérenne en fait et d'ici quelques années il va s'évaporer, mais c'est quand même beaucoup plus pérenne qu'un support vidéo, photo. Je pense qu'il y a moins à se méfier par exemple des truelles, des choses beaucoup plus matérielles qui sont purement et simplement adaptées aussi à une fouille archéologique. Ces petites spatules elles sont quand même faites pour les archéologues, même si on détourne l'utilisation de certains outils, les outils de dentiste voilà, qu'on utilise pour de la fouille fine, on les détourne d'une utilisation première pour les mettre au service d'une fouille. Après, les apports du drone, par exemple, tout ce qui est image satellite, enfin satellite ou sommitale, voilà, zénitale, ça c'est intéressant, mais sur quel support, dans 15 ans ou 20 ans, on va pouvoir lire ce genre de choses? Et en fait, la technique te fait perdre un temps parfois, mais dingue. C'est une fausse simplification parfois. Une fois que l'information est automatisée, est enregistrée dans quelque chose, pour y avoir accès, c'est pas toujours simple. Et puis pour la transcrire dans quelque chose de tangible ensuite, parce que tout ce qu'on fait là, il faut que ce soit écrit et que ce soit diffusé. Cette transmission voilà, orale lors d'interviews, pour le coup, mais aussi par le papier, quelque chose de tangible et qui se perpétue, parce que des livres, voilà, le film parle quand même beaucoup plus que de la photo, c'est de l'image animée, quoi. Enfin voilà, et du coup tu as des émotions que tu n'auras jamais sur une photo. Quand tu redécouvres des films du 19e ou début 20e, c'est assez émouvant, quoi. Voilà, maintenant les gens qui colorisent aussi des images qui étaient en noir et blanc, enfin, ça révèle des choses, quoi. Et je pense que sur une fouille, ça permet aussi de comprendre comment est-ce qu'on a fouillé un site, quoi. Une fouille, c'est de la surprise, c'est de la découverte. Les gens, ça les fait rêver quand tu leur dis que tu fais de l'archéologie. Bon, ils mélangent un peu tout, ils te disent vous trouvez des dinosaures, vous trouvez de l'or. Et donc voilà, et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est que les archives puissent aussi graver dans le marbre, entre guillemets, ou dans un disque dur en tout cas, des choses qui ne sont pas tangibles par le papier, par des enregistrements écrits ou par de la photo. Ça fait vivant, voilà. Et c'est ce qu'on recherche en fait, on recherche du vivant à partir de choses qui sont mortes. Et toi, tu vas bien en fait? Oui, ça va bien. Si tout le monde va bien et toi, tu vas bien? Ah oui, ça va bien. Ça va bien. Je suis content d'arriver. Ça a l'air d'aller bien. Aussi est fatigué, quoi. Souffre de la chaleur. Moi je suis assez critique vis-à-vis des films en archéologie. Les films grand public, hein, il y en a très peu de bien, parce qu'il y a un côté qui est
il faut vendre le film, tu vois. Il y a un côté com qui souvent prend le pas sur le côté réaliste, voilà, d'une fouille, ce qu'est une fouille. Par exemple, moi j'ai jamais vu de film sur une vraie fouille archéologique, c'est-à-dire le site et les rapports sociaux qu'il y a à côté, c'est-à-dire le in et out. Enfin, et c'est dommage parce qu'en fait, du coup, on biaise totalement un discours. Après, on est obligé de créer un discours parce que quand on fait un film, voilà, il y a tout un script, on crée un discours qu'on propose aux gens, mais je pense qu'il y a aussi une honnêteté en fait à avoir. Il y a quand même beaucoup de malhonnêteté. Enfin, en tout cas. Vis-à-vis des spécialistes en fait. Sans être pleinement dans la science, parce que ça peut être aussi ennuyant, hein, voilà, pour le grand public, on peut tout à fait créer un discours qui est quand même beaucoup plus réaliste, quoi. Un vrai documentaire en fait. Et ça n'existe pas en fait. Et c'est dommage, parce que ça mériterait en fait de montrer aux gens ce qu'on fait vraiment. Voilà. Parce que les gens, quand ils parlent de dinosaures et d'orpailleurs, c'est parce qu'ils ont vu des bêtises aussi. Voilà. Et c'est dommage parce que du coup tu crées un gap et tu crées une distance qui n'a pas lieu d'être en fait. Parce que moi je me considère comme apprenti préhistorien, mais je suis avant tout un citoyen et je pense pas être tu vois, supérieur à quelqu'un qui travaillerait dans le bâtiment ou qui serait secrétaire quelque part ou je sais pas, un entrepreneur. Moi j'échange avec ces gens-là, quand tu leur dis que tu es archéologue, ça les fait rêver. Il y a de la distance, mais pas tellement en fait. Cette distance, elle est totalement fictionnelle et elle est aussi mise en avant par ces films qui romantisent. Voilà, c'est du romantisme en fait. Il faut sortir de ça, je pense. Voilà. Être plus dans le réalisme, plus dans des choses, oui, fun quoi. Enfin, la fouille est assez fun pour créer un discours, hein, pas la peine de rajouter de l'éclat quoi. Quelque chose à rajouter? Bah non, bah je te remercie. Voilà. Bah je pense que aussi pour cette rencontre, voilà, pour venir à la rencontre des archéologues, voilà, et pour ces questions que tu te poses aussi sur la fouille. Tous ne le font pas et c'est chouette. C'est chouette, voilà.